Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Tous les élèves entrant au lycée seront désormais accompagnés à la maison d'un outil d'intelligence artificielle, de remédiation ou d'approfondissement en français et en mathématiques, a annoncé Gabriel Attal en décembre dernier. L'IA se ferait donc un chemin jusque sur les bancs de l'école. On en parle avec nos invités dès le début de cette émission. Qui n'a pas rêvé de connaître la petite histoire dans la grande histoire? Et tout cela en bande dessinée. C'est ce que propose l'auteur Julien Hervieux et sa fameuse série Le Petit Théâtre des Opérations. Il sera avec nous dans quelques instants. Dans sa chronique, Guillaume Ouattara fera la lumière sur l'orientation scolaire qui relève souvent du parcours du combattant pour les lycéens. Mais tout de suite, on va retrouver Guillaume justement pour l'actualité en bref. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal avec la colère des agriculteurs qui continue. Après plusieurs jours de mobilisation partout en France, le blocage est désormais arrivé en région parisienne et des lycéens ont rejoint le mouvement. Oui, alors il s'appelle le siège ou le blocus de Paris. En tout cas, c'est ainsi que ce mouvement s'est autoproclamé. Il a débuté aujourd'hui aux alentours de 14h avec 8 points de blocage réunis dans la région parisienne. L'objectif pour les agriculteurs, c'est de protester contre leurs conditions de travail toujours plus dégradées, des réglementations toujours plus restrictives et des concurrences toujours plus déloyales d'autres pays qui n'ont pas les mêmes normes à respecter. Plusieurs convois sont donc partis d'un peu partout en France et l'un d'eux a même pour but de bloquer dès demain le marché de Rungis, le ventre de Paris qui nourrit une bonne partie de la population francilienne. Vous le disiez à l'instant, des lycéens ont rejoint le mouvement. France Bleu Berry rapporte que des élèves du lycée agricole Naturapolis de Châteauroux ont rejoint le mouvement dans l'Indre. Il faut montrer que la relève est là, on sait dans quoi on s'embarque, mais on veut que la profession s'en sorte. Voilà ce que dit Pierre, par exemple, qui est élève de ce lycée agricole. Mobilisation des enseignants également, car une grève portée par plusieurs syndicats aura lieu ce jeudi 1er février. Oui, c'est une grève qui a été annoncée depuis plusieurs semaines, mais qui a été ravivée, il faut le dire, par les annonces récentes de la ministre de l'Éducation nationale. Voici ce qu'écrit ainsi Suit l'éducation, le syndicat, dans un communiqué de presse. La nouvelle ministre de l'Éducation nationale dénigre l'école publique dès sa prise de fonction pour faire la pub de l'enseignement privé hyper sélectif, en grève le 1er février pour le service public de l'éducation. Un mouvement donc qui devrait être très suivi. Deux revendications principales. D'abord, des conditions de travail et des moyens pour bien travailler au service de tous les élèves et puis des moyens pour réussir l'école inclusive dans de bonnes conditions pour les personnels et pour les élèves. Ils demandent notamment le retrait des mesures engagées, dont certaines, vous allez en parler, dans le cadre du choc des savoirs, à suivre jeudi donc. Une date importante pour tous les étudiants du supérieur, l'ouverture de la plateforme Mon Master. C'est le Parcoursup des grands qui permet aux élèves en Bac+3 de candidater à près de 3500 formations à travers la France entière. Alors, pour l'instant, comme sa cousine Parcoursup, la plateforme n'est disponible qu'en mode visualisation. Les inscriptions se feront entre le 26 février et le 24 mars. Les résultats, eux, ils tomberont le 4 juin. À noter que cette plateforme ne propose que les formations reconnues avec le grade de master délivré par le ministère de l'Enseignement supérieur. Toutes les formations type master, spécialisé, MSI, MBA, etc., ne sont pas disponibles sur cette plateforme. Prudence donc à avoir aussi sur l'offre de formation post-bac, mais ce sera justement l'objet de votre chronique tout à l'heure, Guillaume. Évoquons un acte héroïque maintenant. Une professeure des écoles a sauvé la vie d'un élève de 9 ans, victime d'un arrêt cardiaque. Et ça s'est produit le 21 novembre dernier dans une école des Hauts-de-France, l'école Pasteur de Canfin en Pével. Un élève s'effondre en classe, victime d'un malaise cardiaque. Voici le témoignage de son enseignante. C'est sa petite voisine qui m'a dit « Madame, il est tombé. » Et sur son visage, il y a des signes qui ne trompaient pas pour me dire que c'était grave. J'ai d'abord appelé les pompiers qui m'ont tout de suite basculé sur le SAMU. Ils m'ont dit « Madame, il va falloir faire un massage cardiaque. » J'ai suivi les consignes données par le médecin urgentiste pendant 20 minutes jusqu'à l'arrivée des secours. On est en mode machine. J'ai réanimé cet enfant. Il était parti, il est revenu. Et aujourd'hui, il va bien. Il est revenu en cours pour le travail, la rigolade. Au fond de moi, j'ai pas l'impression d'être une héroïne. Je pense que ça peut arriver à tout le monde. Effectivement, je suis très heureuse de ne pas avoir perdu mon sang-froid.
Sylvie Bouillon, donc l'enseignante qui a été mise à l'honneur lors de la cérémonie des vœux vendredi dernier du maire. Les assises de la monoparentalité se tenaient aujourd'hui en Ardèche. L'objectif, réfléchir et produire des idées autour de la précarité des familles monoparentales. Et c'est un sujet qui est prégnant dans la société française. Un quart des familles sont des familles monoparentales avec un seul parent, la mère ou bien le père. Et il faut savoir que l'Ardèche présente l'un des taux de familles monoparentales les plus élevés de la région Auvergne-Rhône-Alpes et au-dessus même de cette moyenne nationale. Alors, tout au long de la journée, des experts universitaires, mais aussi des représentants d'associations se sont succédés à travers des ateliers pratiques, des interviews, des petites scénettes également pour rendre le tout ludique. L'objectif, vous le disiez, était de réfléchir de manière élargie et prégnante à cette thématique de la monoparentalité. Merci Guillaume. On vous retrouve tout à l'heure pour la chronique. Le 5 décembre dernier, Gabriel Attal, alors ministre de l'Éducation, avait annoncé le développement de l'intelligence artificielle à partir de la classe de seconde pour aider les élèves en maths et en français. Un mois plus tard, le président de la République, lui, disait vouloir limiter l'usage des écrans chez les plus jeunes. Alors comment va se déployer ce nouvel outil pour l'éducation? Quel changement pour les profs et surtout, quelle ambition la France se donne-t-elle dans le domaine de l'intelligence artificielle? On en parle avec nos invités. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Anna Lambert. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre du Conseil national du numérique. Vous êtes également nominée pour le prix lycéen du livre de philo Schizophrénie numérique aux éditions Alia. Merci d'être sur le Grand JT. Et également Thierry de Vulpilière. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce Grand JT. Vous êtes le créateur de l'EdTech Évidence B et vous avez gagné récemment le prix de, je vais le dire bien j'espère, de Company of the Year, qui récompense l'entreprise de EdTech la plus prometteuse, c'est ça, au BET à Londres. Bravo. Merci. Plus gros salon de EdTech au monde, donc on n'est pas peu fiers. Bah oui, je comprends, bien sûr. Bien sûr. On en a parlé avec Philippine Dolbeau, évidemment, qui présente magnifiquement l'émission EdTech sur School TV. Alors, parlons justement de l'intelligence artificielle. Elle se ferait un chemin lent, mais certain, dans l'éducation de nos enfants, puisque Gabriel Attal, il était alors ministre de l'Éducation, a annoncé un déploiement de cet outil pour relever le niveau des élèves en maths et en français. Pour l'instant, en tout cas, c'est dit comme ça. Une expérimentation qui a commencé sur quelques 200 000 élèves de seconde avant la généralisation à la rentrée prochaine. Première lecture, c'est vrai que ça peut paraître un peu antinomique de se dire on utilise ChatGPT ou autre pour aider les enfants et les éduquer. C'est vrai que ça peut paraître un peu effrayant. Première réponse, forcément, Anna Lambert. Oui, alors la question, je pense, c'est pas tant celle de l'effroi que celle de savoir ce qu'on entend véritablement par intelligence artificielle, sachant que ChatGPT, en fait, c'est une application possible, effectivement, de l'intelligence artificielle. Bon, et que l'intelligence artificielle, c'est avant tout un processus d'automatisation numérique. Et que comme dans tout processus d'automatisation, il y a un enjeu, si vous voulez, de perte de savoir. Donc la question, c'est de savoir quels sont les savoirs qui sont extériorisés dans ces supports numériques, comment réintérioriser des savoirs, et est-ce qu'un circuit virtueux, si vous voulez, est possible? C'est-à-dire que la question qu'il faut se poser, à mon avis, c'est celle de savoir si les personnes qui utilisent ces outils les comprennent et les utilisent de telle manière à ce que ces outils soutiennent le développement de leurs capacités. Et il y a de fortes chances que si l'intelligence artificielle c'est ChatGPT, il y a de fortes chances que ce ne soit pas le cas. Voilà, c'est peut-être ça qui est un peu problématique. Et donc justement parler de formation à la fois des élèves et des professeurs et même peut-être pourquoi pas des parents, en tout cas de réussir à vivre avec cela. On va en parler, ça va être justement l'objet de notre débat. Mais c'est vrai qu'en première lecture, ce que je disais, se dire attention, les écrans c'est pas bon, attention, les réseaux sociaux c'est affreux, l'intelligence artificielle on en a peur. Et pour autant, tout d'un coup, elle arrive dans le champ de l'école et précisément l'éducation, portée donc par l'ex-ministre à l'époque de l'éducation, Gabriel Attal, et donc suivie aujourd'hui. Une réaction, Thierry de Vulpilière. Donc d'abord, Évidence B est mis à seconde. Ça n'est pas ChatGPT. Encore une fois, il y a beaucoup d'algorithmes. Les modèles de langage qui sont derrière ChatGPT et derrière un certain nombre d'autres solutions, c'est une famille d'algorithmes très précise qui va essayer de faire de la prédiction de la meilleure phrase par rapport aux questions qui vous sont posées. Ça a été le bout
boom cette année. Ça peut être utilisé par des élèves pour essayer de produire des réponses à des dissertations, etc. Ça n'est pas du tout ce que fait Mia Seconde et ce n'est pas du tout, il n'y a aucun modèle de langage dans les outils qui sont mis à disposition des élèves. Nous, c'est des algorithmes d'apprentissage par renforcement, l'algorithme principal. Et donc l'objectif, c'est bien ce que décrit Anna Lombert, c'est de permettre à un élève, non pas de sortir une réponse toute faite qu'il a externalisée, mais de réfléchir. Ça s'appelle le testing effect. Ce sont des petites questions qui lui sont posées et l'algorithme cherche à trouver la prochaine question la plus efficace pour chaque élève. On est en mathématiques et en français pour Mia Seconde, on est en mathématiques sur Adaptive Math ou en langue française sur Adaptive Langue. C'est quand on cherche à maîtriser de l'orthographe, de la grammaire, de l'argumentation ou de l'addition ou de la soustraction, l'élève va faire un certain nombre d'exercices et l'algorithme va essayer de trouver quel est l'exercice qui permet à l'élève de progresser le plus vite et c'est pas le même exercice pour chaque élève. Et donc c'est là qu'on a une personnalisation. Les algorithmes qu'on amène permettent cette personnalisation. Chaque élève va en avoir pour son grade, si je puis dire, ce qui est très différent d'algorithmes qui produisent du texte ou qui produisent de l'information, comme d'une certaine manière les encyclopédies ou les moteurs de recherche préalablement le faisaient. Donc c'est deux mondes très à part. Et ce qui est important, il me semble, dans l'intelligence artificielle, c'est justement ça, de comprendre que ce ne sont que des techniques et chaque algorithme va avoir un usage spécifique, particulier, qui peut être riche, détourné, mais voilà un petit peu... Peut-être que c'est justement le vocabulaire choisi, on parle d'algorithme, de spécificité, c'est un peu flou pour tous ceux qui ne sont pas dans le numérique ou en tout cas dans l'intelligence artificielle, c'est-à-dire par exemple les parents qui sont souvent un peu effrayés par ces avancées numériques, ne savent pas à quel point ça peut être bénéfique justement dans l'éducation de nos enfants. Et pour autant, elle arrive. C'était le même drame d'ailleurs avant qu'Internet arrive. On se disait, oh là là, c'est une catastrophe. Tout d'un coup, Google, après tous les questionnements qui s'en suivent. Est-ce qu'on peut resituer réellement ce qu'est l'intelligence artificielle en quelques mots? Je sais que c'est assez vaste, mais enfin, quand même, Anna Lambert, pour tous ceux qui nous regardent. Oui, c'est extrêmement difficile en quelques mots. Parce que en fait, l'intelligence artificielle, si vous voulez, c'est un champ disciplinaire qui a émergé dans les années 50-60, qui a été... qui n'est pas si récent, en fait, qui est beaucoup plus ancien qu'on ne le pense. Plus ancien qu'on ne le pense, effectivement, et en fait, qui, si vous voulez, qui pose de multiples questions et qui a de multiples applications technoscientifiques. Alors, moi, je n'aime pas beaucoup cette expression d'intelligence artificielle parce que je pense qu'elle ne veut pas dire grand-chose, si vous voulez. Le problème, c'est que quand on parle d'intelligence artificielle, on projette une capacité qui est traditionnellement attribuée aux humains, l'intelligence, dans un dispositif machinique qui n'a rien d'intelligent, qui est fondamentalement une machine à calculer, en fait, si vous voulez. Donc, la question pour comprendre, en fait, les enjeux, il faut bien il faut resituer ces technologies dans l'histoire des technologies d'écriture et des technologies de calcul, sans quoi on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Si on anthropomorphise ces machines, si on parle d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique, d'agents conversationnels, on ne comprend rien. D'accord, mais c'est pas une encyclopédie, c'est pas juste un endroit comme Google où on a les informations. Non, pas du tout. Alors, ChatGPT, c'est pas du tout comme Google. Non, mais ou Évidence B ou autre. Enfin, alors, Évidence B, de ce que j'ai compris, ce sont des outils pour la pédagogie. ChatGPT, c'est autre chose. C'est un générateur automatique de texte qui fonctionne sur des gros modèles de langage, qui ne produit ni de l'information ni du savoir, mais des suites probables de signes. Donc, ce sont des calculs statistiques sur des quantités massives de données qui génèrent des suites probables de signes, un petit peu comme les logiciels d'autocomplétion qu'on a sur nos téléphones portables ou sur les moteurs de recherche. D'accord ? Donc ça n'a rien à voir avec une base de données ou avec une encyclopédie, d'accord ? Ça n'a rien à voir, surtout avec une encyclopédie collaborative comme Wikipédia, qui est un outil formidable pour la production de savoir. Pourquoi ? Parce que c'est un outil qui est mis au service de l'intelligence collective. Donc là, on a un outil qui est un dispositif numérique, mais dans lequel les individus peuvent produire du savoir, délibérer entre eux, interpréter, réfléchir, partager leurs connaissances. Et c'est ça qui en fait, on va dire, un instrument spirituel. ChatGPT n'est pas un instrument spirituel, c'est une machine à calculer qui produit des suites probables de mots. C'est pourquoi, si vous voulez, ce que vous lisez quand vous lisez ChatGPT, c'est ni une information, ni du savoir, ni une vérité, ni une fausseté. C'est une suite probable de signes, tout simplement. Donc, il est très important de savoir comment fonctionnent ces technologies pour comprendre ce qu'elles produisent. Et ça, c'est un enjeu pour l'éducation qui est fondamental. Avant d'utiliser des technologies numériques, il faut comprendre comment elles fonctionnent. Alors là, on n'est pas sur ChatGPT, on est sur Mia Seconde, c'est-à-dire que c'est un logiciel d'accompagnement qui est donc basé sur l'IA, qui sera mis en place pour aider spécifiquement les élèves de seconde en maths et en français. Déjà, pourquoi maths et français ? Est-ce que c'est parce qu'on se base sur les savoirs fondamentaux ? Est-ce que c'est une question de mauvais chiffres, de mauvais résultats ? La question, la technologie et l'intelligence artificielle, tout ça n'a pas d'intérêt en soi, j'ai envie de dire. Quand on s'intéresse à l'éducation, ce qui nous intéresse, ce sont les élèves
élèves, comment ils apprennent, où est-ce qu'ils bloquent, comment ils progressent. Et mis à seconde, comme un certain nombre d'annonces récentes, sont liées à des évaluations que font les systèmes éducatifs sur leur bon fonctionnement. L'ADEPE, qui est le département qui s'occupe des évaluations en France, fait des tests de positionnement à l'entrée en seconde. Et ces tests montrent qu'en début de seconde, il y a un certain nombre de carences d'élèves qui ont des difficultés en maths et en français, qui sont les savoirs fondamentaux. Oui, mais c'est le cas en 6e, c'est le cas en 4e, enfin, et même en CP. Et c'est vrai en seconde. Donc pourquoi pas en seconde aussi. Et il se trouve que, et ça a été les annonces, le 5 décembre, le résultat des enquêtes PISA, qui sont les grandes enquêtes internationales portées par l'OCDE, qui portent principalement sur les mathématiques et le français, mais pas uniquement, ont apporté à nouveau une sorte de photographie de plus de 90 pays sur comment ça procède. La France baisse en maths. Il y a un deuxième critère qui est important pour la France à travers ces études, c'est le fait que l'ascenseur social ne réponde plus. Là où vous êtes né détermine votre réussite scolaire. Donc c'est plutôt ça le sujet. C'est-à-dire comment on va aider des élèves à progresser et comment, si possible, on va aider des élèves, quel que soit leur milieu d'origine, à progresser, à faire en sorte que la promesse de l'école de la République s'exerce sur eux. Et attendez, les algorithmes arrivent là-dessus. Mais Mia Seconde, c'est à l'intérieur de l'école et au sein de l'école ou c'est à la maison ? Ça n'a pas... Grosso modo, l'éducation, c'est un continuum. Aujourd'hui, ce sont des exercices. Les exercices suivant les enseignants, leurs pratiques pédagogiques, peuvent être utilisés avant la classe, pendant la classe, après la classe, par petits groupes ou par grands groupes. Voilà. Donc, les scénarios d'usage dépendent de ce que souhaiteront les utilisateurs. On n'est pas coercitif. Ceci étant, oui, mais vous parlez quand même de mixité sociale, pour le coup, des familles défavorisées. Est-ce qu'elles auront accès à tout ce qui est numérique, justement, à tablette, ordinateur ou autre, pour pouvoir permettre ce dont vous parlez, c'est l'accès au numérique à tous les enfants, puisque Mia Seconde fait partie justement de ce déploiement-là. Il y a plusieurs on va dire, enjeux par rapport à l'apport du numérique, par rapport aux discriminations sociales. Donc, Évidence B, on a gagné une compétition qui s'appelle la Tools Competition sur le School District de New York. 50% de free lunch, j'explique souvent sur le School District de New York, le free lunch, c'est les REP+, c'est les élèves en grande difficulté. Face à ça, c'est le politique qui a la première réponse. La région Île-de-France équipe tous ses élèves, quelles que soient leurs conditions de ressources, en tablette et en ordinateur. Donc l'équité d'équipement, elle est bien là. Ça va être des politiques qui vont le faire. Ensuite, le propre du numérique, c'est qu'encore une fois, il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui se substitue à la large palette dont disposent les enseignants. C'est ponctuellement, pour certains usages, où on a un vrai apport de ces outils numériques. Les exercices qu'on propose, encore une fois, tout l'enseignement de la philosophie ou de n'importe quelle discipline ne passe pas par le numérique. Pour certains aspects de cet apprentissage, le numérique peut être bénéfique, et donc si c'est sur ce moment qui va être limité, soit l'équipement est pris en charge, on va dire, par la puissance publique, soit de toute manière, à partir du moment où on parle d'un petit temps par rapport à l'ensemble du dispositif scolaire, on a très rapidement une équité d'accès à ça. Et ensuite, dernier point, les équipements smartphones, là, sur lequel on fait ces petits exercices, c'est quelque chose qui est assez répandu. Donc le discriminant sur le matériel est important, mais n'est pas bloquant. Ce qui est important, c'est est-ce que effectivement la promesse qu'avec des exercices adaptatifs, avec des algorithmes d'apprentissage par renforcement ou de clustering, les différents dispositifs qu'on met dans les logiciels d'Évidence B, on peut aider l'enseignant à accompagner chaque élève, on peut donner sa chance à chaque élève. L'avantage de ces algorithmes... Alors attendez, parce que là, sinon on va nager. J'aurais juste une réaction à Lambert sur ce qu'on va retrouver dans l'IA et notamment sur cette plateforme, ce logiciel de soutien qu'est Mia Seconde. Alors, moi, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup sur ce logiciel de soutien, mais si vous voulez, le point qui me semble important pour réfléchir à ces questions, c'est d'avoir bien en tête le risque potentiel d'une vision un peu techno-solutionniste du problème. Parce que le risque, si vous voulez, c'est de croire qu'on va régler le problème du niveau de français, du niveau de maths, avec l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, il y a dans de nombreux discours, l'intelligence artificielle apparaît un petit peu comme la solution à tous les problèmes. Et en particulier à des problèmes qui sont de nature bien souvent sociaux. Et donc, ce qui est très important de voir, c'est que pour, on va dire... renforcer l'éducation des jeunes générations, il faut d'abord donner le désir d'apprendre aux étudiants, aux élèves, et que ça, n'importe quel outil, quel qu'il soit, ne pourra pas le faire. C'est le rôle de l'enseignant de créer du désir. Et on sait qu'on manque aussi en partie d'enseignants dans de nombreux lycées, que les conditions de travail des enseignants sont extrêmement difficiles, que les conditions parfois matérielles d'apprentissage des élèves sont extrêmement
complexe. Et donc, je pense qu'il faut toujours avoir ces problématiques globales en tête, sans quoi on risque de tomber dans une vision un peu, j'ai envie de dire, très étroite, en fait. Ce que vous voulez dire, c'est que finalement, cette intelligence artificielle permet une aide supplémentaire, effectivement, à l'amélioration du niveau des élèves. C'est une possibilité, mais en tout cas, je pense qu'elle ne peut pas constituer l'unique solution. Ça, c'est impossible et c'est une illusion. Et c'est ce qui va créer, en fait, un sentiment de rejet par rapport aux dispositifs techniques. Donc, je pense qu'il faut être très clair là-dessus, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense qu'il faut aussi poser le problème de l'éducation et du numérique un peu différemment, parce qu'on l'a longtemps posé comme un problème d'équipement technique. Il s'agissait en fait d'équiper techniquement les écoles, les collèges, les lycées, etc. Or, moi, je pense que la question du numérique par rapport à l'école aujourd'hui, c'est un problème de culture. Le problème, c'est de créer, de former une culture numérique partagée, si je puis dire, c'est-à-dire de former des citoyens qui vont être capables de comprendre le monde dans lequel ils vont vivre. Et pour ça, l'enjeu, c'est pas forcément qu'ils utilisent des tablettes, qu'ils utilisent l'IA ou qu'ils augmentent leur niveau de maths ou de français. C'est qu'ils comprennent, en fait, comment fonctionnent ces outils, pourquoi ils ont été produits. Et ça, je pense, et quels sont les enjeux en termes d'apprentissage, mais aussi en termes de circulation de l'information dans l'espace public, en termes de cyberharcèlement, etc. Toutes les questions qui se posent autour de nos pratiques psychosociales du numérique, elles sont bien souvent très rarement posées à l'école, alors qu'elles peuvent justement constituer des terrains d'entente et de discussion et de débat entre les élèves, les étudiants, les enseignants, les parents, et créer des choses tout à fait formidables. Mais la problématique, c'est peut-être ce que vous venez de citer, parce que finalement, les élèves sont déjà dans le numérique depuis longtemps et utilisent déjà le numérique à leur manière, à leur façon, depuis très longtemps. Aussi, donc, tout est une question, effectivement, de forme, de façon dont ils utilisent le numérique. Mais peut-être que la problématique vient plutôt des parents et des professeurs, donc qu'il faut former. Quid de la formation ? Alors, en tout cas, je pense qu'effectivement, il y a, si vous voulez, il y a un problème intergénérationnel qui s'est posé avec ces nouvelles technologies, parce qu'effectivement, les générations, on va dire, plus âgées n'ont pas forcément les mêmes pratiques que les générations les plus jeunes, si vous voulez. Donc, ça crée un certain nombre de problèmes de communication, des malentendus, etc. Et donc là, encore une fois, pour moi, c'est un problème social, en fait, et politique. Et ce qu'il s'agit de faire, c'est de créer justement de la discussion autour de ces objets. C'est-à-dire d'en faire des objets de savoir, en fait, des objets de recherche, des objets de débat. Et par exemple, on peut même imaginer ça entre classes. On peut très bien imaginer que des élèves de terminale aillent parler à des élèves de seconde au sujet de ces technologies, des effets que cela produit sur eux, de ce qu'ils y trouvent de bénéfique, de ce qu'ils y trouvent de dangereux. Et ça peut être très intéressant en réalité, parce que ce sont des outils qui posent aussi beaucoup de problèmes pour les capacités de mémorisation, pour les capacités de concentration. Et ces problèmes-là, on ne peut les régler qu'à condition de les assumer frontalement et d'en discuter collectivement et d'imaginer des solutions pour aller au-delà. Mais les solutions, elles doivent venir des étudiants eux-mêmes et pas forcément... disons que l'intelligence artificielle ne peut pas régler ce problème-là. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un problème d'intelligence collective. Bien sûr. On parlait de socle de connaissances, mais on parlait aussi d'esprit critique tout à l'heure, si vous faites allusion à cela. Est-ce que l'intelligence artificielle peut aussi amener les élèves à repenser une manière de travailler un peu différente et voire même, pourquoi pas, parler d'inversion des cours où finalement les devoirs se feraient en classe et le socle de connaissances grâce à l'intelligence artificielle à la maison ? Thierry de Villepier. Alors moi, j'ai tendance à penser que le mieux placé pour faire de l'esprit critique, ce sont les philosophes grecs, c'est la philosophie, et c'est une discipline qui nativement a été déployée dans les systèmes, et c'est ce qui fait le mieux l'apprentissage de l'esprit critique, la philosophie, dans toute son histoire, et sans avoir besoin de passer par des médias technologiques. Et moi, mais ça, c'est le fond et la forme. Et je reprends ces critiques, c'est-à-dire que moi, c'est pas la technologie qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est quelles sont aujourd'hui les difficultés que rencontre tel ou tel système éducatif, tel ou tel élève, tel ou tel enseignant. Donc pour moi, est-ce que certaines technologies, et encore pas tous, apportent une réponse là où on constate des insatisfactions? Les résultats de PISA, 14 points de baisse en mathématiques, c'est quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Les enquêtes de l'ADEPE, c'est pareil. Donc la question, c'est est-ce que la promesse de certains dispositifs numériques de pouvoir mieux suivre chaque élève que ne peut le faire un enseignant qui a 40 élèves, 80 comme on a en Égypte, et du coup de pouvoir personnaliser pourquoi cet élève il bloque, quel type d'exercice peut lui proposer pour l'aider à mieux comprendre ou à construire un chemin sur lequel il gagne, c'est ça, nous, la façon dont on va utiliser, et non pas simplement l'intelligence artificielle, tout ce que fait Evidence B, ça veut dire Evidence-Based Education, l'éducation fondée sur les preuves. On ne fait
que des transferts de recherche. Ce sont des enseignants et des chercheurs qui font les produits chez Evidence B. Et c'est l'association de 2 familles de recherche, des chercheurs en sciences cognitives, comment le cerveau des humains a le sens du nombre, le sens de la proportion, le sens du verbe. Et à partir de cette meilleure compréhension du fonctionnement de la langue ou des mathématiques, on va essayer de dessiner des parcours, des types d'activités numériques avec des algorithmes qui cherchent à affiner le dispositif. Mais c'est quelque chose qui est limité, qui est toujours documenté et qui ne va pas effectivement... Alors ensuite, les débats sur le numérique, les débats sur les écrans, sur la société numérique, la culture numérique, sont indispensables. C'est pas ce que je fais. Nous, on fait un outil qui va aider des enseignants sur 2 disciplines fondamentales sur lesquelles ce besoin est criant planétairement. Donc, et on y contribue parmi d'autres, sans avoir aucune prétention à être magique, mais avec quelques preuves de satisfaction, sans parler de ses prix, mais à travers les enseignants qui l'utilisent et voilà. C'est bien ce qu'utilise effectivement comme mot le ministère de l'Éducation. C'est un outil de remédiation, selon vous, Alain Lambert? Vous savez, moi, dans le petit livre Schizophrénie numérique dont vous avez parlé, là, je soutiens que la technique est toujours à la fois un remède et un poison. Donc l'idée, c'est qu'il faut toujours, si vous voulez, quand on utilise une technologie pour remédier à quelque chose, en général à une faille ou à un défaut, il faut toujours se demander quels sont les effets potentiellement toxiques, un peu comme avec les médicaments. Vous pouvez utiliser un médicament et ça va vous faire beaucoup de bien. Si vous en utilisez trop, Donc, ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est ce type de questions qu'il faut toujours avoir à l'esprit quand on utilise une technologie pour s'augmenter, remédier, etc., se soigner. Bon, il y a des effets secondaires qu'il faut avoir en ligne de mire, si j'ose dire, pour ne pas se faire prendre, si vous voulez, par une sorte d'illusion de puissance. Mais je voulais rebondir sur la question de l'esprit critique, parce que je pense que c'est une question fondamentale qui est effectivement, vous avez raison, une autre question que celle de la question de savoir si le numérique peut être utile pour l'apprentissage ou pas. Vous voyez, c'est 2 questions différentes. La question de l'esprit critique aujourd'hui, c'est quel type d'esprit critique peut-on et veut-on former dans les sociétés numériques, sachant que cet esprit critique ne peut pas être le même que dans des sociétés qui sont fondées, disons, sur des supports de mémoire littéraux ou imprimés. Vous voyez pourquoi? Parce que tout simplement, les informations qui circulent ne sont pas de même type. Et que l'esprit critique est l'esprit qui est censé vous permettre de recevoir des informations de manière critique et de penser par vous-même, entre guillemets. C'est un petit peu comme ça qu'on le dit, c'est-à-dire de ne pas croire à tout ce qu'on vous raconte, d'une certaine manière. Et donc, on a appris à lire et à écrire. Pourquoi a-t-on appris à lire et à écrire? Eh bien, fondamentalement, parce qu'on a appris des techniques de grammaire, de rhétorique, d'argumentation, qui font que, comme nous avons appris à écrire, nous sommes capables de lire un texte de manière critique, parce que nous savons produire un texte, nous connaissons les techniques de production d'un texte. C'est ce qui nous permet de recevoir un texte de manière critique. Or, aujourd'hui, les techniques de production des images et les techniques de circulation de l'information sur le web, bien souvent, nous ne les connaissons pas. Et donc, l'important pour former un esprit critique à l'ère du numérique, c'est de former, entre guillemets, les jeunes générations à ces techniques-là. Comment les images sont-elles produites? Comment les informations circulent? Etc., etc. Je suis désolée de vous couper parce que le temps est largement dépassé, mais je vous propose qu'on fasse une autre émission sur l'esprit critique. On ne sera pas spécifiquement focalisé sur l'intelligence artificielle, mais bien effectivement sur ce qu'on recherche chez un élève et ce que finalement est l'éducation de plus petit âge jusqu'à la fin des études. Et Adaptive Langue aide à faire ça. Quelle est la pragmatique? Ce qui est bien, c'est que Thierry fait toujours la promotion systématique dans chaque phrase de toutes ses créations. Vous avez raison, c'est comme ça que ça marche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau, Anne Lambert. Merci d'avoir été avec nous également, Thierry de Villepilière, pour ce débat sur l'intelligence artificielle. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le grand JT d'éducation où nous sommes évidemment friands d'anecdotes, surtout quand elles sont vraies. Écoutez-moi, savez-vous par exemple qu'en 1945, un soldat québécois reprit seul une ville entière aux Allemands? Ou encore que durant la Première Guerre mondiale, une offensive échoua à cause de supposés zombies? Ou encore qu'une bande de marins américains maladroits a réussi l'exploit de tirer par erreur une torpille sur leur propre président? Tout ça, je l'ai appris grâce à Julien Hervieux. Bonjour. Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de la bande dessinée Le Petit Théâtre des Opérations. C'est vraiment vachement bien. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est topissime, c'est canon. C'est aux éditions Fluide Glacial. Alors, il y a eu, c'est le 4e tome, il y a eu un hors-série aussi dédié aux femmes. C'est une série donc qui se passe autour des 2 grandes guerres, c'est ça, pour être assez simple. Qu'est-ce qui plaît? Parce que ça plaît, hein, vous avez quand même une super communauté de lecteurs. C'est l'anecdote planquée qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais connue, comme celle que je viens de citer. C'est voilà, le ton aussi, qui est quand même très drôle, très acerbe. C'est exactement ça. En priorité, c'est le fait que la grande histoire, on est quand même nombreux à la connaître quand tout va bien. Mais ensuite, la petite histoire, vraiment ces petits détails, on va dire un peu croustillants ou du moins étonnants, ça on les connaît moins. Et donc il y a vraiment l'effet de surprise de gens qui disent « Je m'intéresse au sujet, je ne connaissais pas ça et franchement, vous m'auriez dit c'est un film, je vous aurais dit c'est complètement exagéré. » On leur dit « Non, c'est encore pire. » C'est vrai. Donc il y a cet effet-là. Et puis comme en plus on se permet de plaisanter, de raconter des âneries, on est chez Fluide Glacial, on aime bien l'humour. Voilà. Donc on est très heureux parce que ça a rencontré son public et ça se passe bien. Donc on est heureux de voir qu'il y a de la curiosité. Ouais, super public, un public qui vous appelle l'odieux connard. C'est vous qui vous êtes appelé comme ça ou pas? Mais oui, bien, moi, l'odieux connard, c'est sympa. Morale de cette histoire, choisissez mieux votre pseudo quand vous commencez sur Internet, parce qu'après il faudra l'assumer. Non, en fait, moi j'ai commencé simplement, pour très brièvement, je faisais un blog, je disais du mal du cinéma, et pour que ce soit clair, j'ai dit ce sera le blog d'un odieux connard, tenu par un odieux connard, machin. Et quand j'ai commencé à parler d'histoire, j'avais déjà une communauté, j'ai gardé le nom, et voilà comment on se retrouve en plateau à se faire traiter d'odieux connard à raison. Mais même pas odieux connard, parce qu'en fait, c'est pas un connard, c'est un homme, tout simplement, vous donc, qui raconte des faits d'armes, et vous le dites, hein, impensables mais bien réels, des faits d'armes, donc avec un ton, je disais, assez génial, par une illustration de Monsieur le Chien, c'est ça? Tout à fait, on a vraiment des bons pseudos. Voilà, Monsieur le Chien, absolument génial, tout ça sous forme de BD, donc pour tous ceux qui se diraient, bon ben l'histoire, c'est peut-être que ça m'accroche pas, ça m'ennuie un peu, non. En fait, ce ne sont que des petites histoires qui sont racontées, on adore toujours ces petites histoires de la grande histoire. Finalement, est-ce que c'est pas une façon de se dire, pourquoi c'est pas fait à l'école? Pourquoi? Alors, il faudrait peut-être plus de temps, bien entendu, mais est-ce que c'est seulement ça le problème? Alors, il y a 2 choses. La première, vous venez de la citer, c'est le temps. Moi, j'ai commencé comme prof d'histoire et effectivement, on ne peut pas toutes les caser, ces anecdotes. On peut de temps à autre en saupoudrer une, comme on met une lettre de poilu ou autre, voilà, en tout cas un élément concret. Mais après, il y a aussi autre chose, c'est que des fois, on est un peu, en France, on a toujours un petit peu peur de faire un coup de cocorico un peu fort. Et donc, des fois, il y a la prudence de se dire... On va plutôt prendre des choses où on est sûr que ça va très très bien se passer. Alors quand on dit Albert Roche, premier soldat de France, il y a toujours cette petite peur de dire quand même est-ce que je serais pas en train de faire trop de cocorico. Donc c'est très rigolo parce que dans d'autres pays on rencontre pas ce problème, mais après le premier et le principal ça reste le temps. On doit voir les grandes dates, on peut pas voir tous les personnages qui se cachent en dessous. Et pour autant c'est quand même ce qui accroche, c'est-à-dire qu'en fait dès qu'on a une grande date, mais tout d'un coup une anecdote qui nous rappelle ce qui s'est réellement passé, c'est une façon aussi d'apprendre peut-être mieux l'histoire, non? Exactement, moi j'ai commencé comme ça, c'est-à-dire que je suis tombé sur une classe où quand j'ai passé la porte, j'ai senti que l'intérêt pour FIFA était plus grand que celui pour la démocratie grecque, et donc on se dit, bon, comment vais-je accrocher? Et alors comment vous avez fait? Avec une anecdote. Laquelle? Voilà, à l'époque, c'était, ils avaient vu le film 300. Je leur ai demandé ce qu'ils connaissaient de la Grèce, ils avaient vu le film, je leur ai dit, bon alors... Ça s'est passé, ça s'est pas exactement passé comme ça, mais parlons-en. En fait, en partant de là, en disant, mais alors ils sont vraiment battus dans un truc, etc. En donnant des détails, ça les a intéressés. Je ne dis pas que lors du contrôle, ils ont été aussi excellents et aussi intéressés que ce jour-là, mais j'avais pu mettre le pied à l'étrier, tout comme d'autres le font avec la mythologie. Par exemple, sur l'Égypte, je ne suis pas sûr que tout le monde soit calé sur les pharaons. Par contre, il y a un intérêt qu'on retrouve chez beaucoup d'enfants dès le collège pour la mythologie et même la mythologie grecque. Donc c'est trouver ce petit marchepied. Et ce petit marchepied, ça commence parfois par une histoire improbable, absurde, voire débile, qui permet de les accrocher. Voilà, oui, ça a marché. Parce qu'en fait, à la fin de chaque histoire, c'est quand même assez génial. Il y a une page historique pour en apprendre un peu plus justement sur la personne dont vous avez parlé ou en tout cas sur le fait en question. Tout à fait, puisque le problème que nous avons eu, si on peut dire que c'est un problème, au contraire, ce sont des gens qui nous disent « mais c'est vraiment arrivé, vous n'avez pas quand même inventé ». Et donc en prenant déjà une photo présentant le personnage, en disant « regardez, il existe », et ensuite en détaillant des éléments en plus qu'on n'a pas eu le temps de détailler, ou plus sérieux, ou pour être certain qu'ils ne confondent pas certaines choses avec une blague dans la BD, on peut détailler des choses. Si on prend le personnage sur la couverture, qui est donc le commandant du Casabianca, sous-marin français qui a armé et participé à libérer la Corse, ça nous a permis d'aborder, mais au fait, pourquoi les sous-marins se sont barrés lors du sabordage de Toulon, en bonne partie, mais pas la flotte? Et donc on a pu expliquer que faut 6 heures pour allumer une chaudière à l'époque, que tout le monde n'a pas de carburant. Donc cette page nous permet de dire, c'est vrai,
d'expliquer des choses un peu plus scolaires, on va dire, à cette occasion. Et oui, de comprendre mieux effectivement ce qui s'est passé. Il y a trop d'histoires qui tombent dans l'oubli pour vous? Beaucoup trop, c'est-à-dire que, en fait, dans un monde normal, cette BD ne devrait pas exister parce qu'on aurait déjà dû croiser ça dans des films, dans des pièces de théâtre, dans des séries. Mais on n'a pas tout ça, donc nous voici avec Monsieur le Chien et Virginie Augustin, la dessinatrice de Toujours Prête, le spin-off sur les femmes, sur un boulevard étrange qui est en fait une niche qui ne devrait pas exister, à aller chercher ces personnages. Et à chaque fois que je me dis, là j'ai fait le tour quand même, sur les 2 guerres mondiales, je pense qu'on a vu les grandes têtes, il y a toujours quelqu'un qui arrive à une dédicace ou un militaire qui vient me dire « Est-ce que vous connaissez tel larron ?» Attendez, on a des archives à son sujet, vous allez voir, c'est intéressant. Et quand on a vérifié que c'était vrai, et que ça pouvait effectivement, qu'il y avait une histoire où on pouvait faire quelques blagues, il y a des choses quand même qu'on ne se permet pas, et ben c'est parti pour un nouveau petit théâtre. Alors, vous avez fait le geste, là, à l'instant, comme ça, de porter les archives, parce que finalement, c'est un travail de titan, de pouvoir aller chercher véritablement l'information, la vérifier, prendre le temps, parce que pour toutes ces petites anecdotes, puisqu'on le dit clairement, c'est basé sur ce qui est justement pas dit, pas raconté, ce qui est un peu tombé dans l'oubli, eh bien, il faut aller creuser encore davantage. Alors, il faut creuser, mais on est au XXIe siècle et c'est extraordinaire. C'est-à-dire que, par exemple, avec tout ce qui est numérisé, je pense à Gallica, donc de la Bibliothèque nationale de France, vous avez les journaux de l'époque, ça ne veut pas dire qu'il faut croire tout ce qui est raconté à l'époque, ça veut dire que vous avez quand même des sources, vous avez les mémoires scannées de certains personnages disponibles gratuitement, qui sont absolument, c'est fabuleux quand on fait des recherches. Et puis justement, comme le petit théâtre a rencontré sa communauté, aujourd'hui j'ai la chance d'avoir des musées comme le musée de la Légion d'honneur ou l'armée, tout simplement, qui ouvre ses archives et qui dit pour que vous puissiez parler de nos héros un peu oubliés, on vous met à disposition le dossier du soldat, les journaux de marche des unités, etc., etc., etc. Et ça, c'est formidable. Est-ce que les écoles font appel à vous ? Font appel à moi et alors, elles me font même intervenir devant les classes, les malheureuses, où je raconte beaucoup trop d'âneries. Mais oui, on fait appel à nous, on met à disposition des fiches pédagogiques. On sait qu'il y a des enseignants qui font étudier en cours en disant on va parler de la guerre, abordons un personnage pour illustrer un truc un peu étonnant. Et de ce personnage, disons, mais pourquoi est-il dans telle situation ? Pourquoi est-ce que justement ils ne sont pas soutenus par un tel et un tel ? Et ça permet d'aborder beaucoup de choses, en tout cas j'espère. Bon, donc là, il y a eu 4 tomes et un hors-série, on l'a dit. Est-ce que, sur les 2 grandes guerres, précisément, est-ce que vous allez élargir un peu le spectre ? Parce que l'histoire est longue et grande, l'histoire de France en particulier, l'histoire de tous les pays, évidemment. Donc, est-ce que vous allez élargir peut-être à d'autres personnages historiques aussi qui ont beaucoup compté et qui sont peut-être un peu plus anciens ? Eh bien, tout à fait, puisque déjà dans le tome 4, on nous a permis de déborder, mais un tout petit peu seulement, genre sur la guerre d'Indochine, on est encore très proche de la Seconde Guerre mondiale, on parle même de la guerre de Corée, mais surtout, pour aller beaucoup plus loin, cette année va sortir un hors-série. Donc l'an dernier, c'était les femmes en guerre, cette année, le hors-série sera dédié aux guerres napoléoniennes. Donc justement, on remonte dans le temps. Alors la question qu'on nous pose souvent, c'est jusqu'à quand ? Eh bien, jusqu'à ce qu'on ait des sources, puisque quand on va arriver au Moyen-Âge, même avec d'excellents travaux d'archéologues et autres, on a des choses qu'on peut quand même sourcer, prouver, mais on a toujours le moment où on rentre dans le flou, et comme nous en plus on est dans l'anecdotique et la petite histoire, il faut quand même pas mal de sources et parfois de petites sources pour pouvoir faire un travail de qualité. Oui, alors qu'on se méprenne pas, effectivement, il y a un bout, c'est juste parce que vous êtes sur l'anecdote, donc c'est plus compliqué d'avoir des sources, parce que le Moyen-Âge, on sait quand même ce qui s'est passé. Pas de problème, c'est ça, exactement. Ne remettons pas en cause les faits historiques. Non, tout va bien de ce côté-là. C'est effectivement, pour la grande histoire, justement, on a quand même des sources extraordinaires. C'est vraiment parce que nous, on va chercher si Madame Michu a bel et bien repoussé l'armée anglaise à coups de rouleau à pâtisserie. Et voilà, là, on a plus de problèmes à trouver un témoignage clair sur le sujet. J'en citais une quand même, vous pouvez nous la raconter, c'est cette bande de marins américains maladroits qui a tiré quand même sur leur président. Oui, alors voilà, le William D. Porter, destroyer américain, qui va s'illustrer, puisqu'il ne va pas faire que ça. En sortant du port en 1943, il va taper dans le navire qui se trouve d'un côté, et en contre-manœuvrant, en tapant le navire de l'autre côté. Donc déjà, il endommage 2 navires alliés avant. Mais parce que faute de manœuvre. Faute de manœuvre. C'est okay. Michel qui est aux commandes. Michel n'est pas très bon. Michel, par la suite, alors qu'ils ont interdiction de faire du bruit dans l'Atlantique, fait tomber par erreur une grenade anti-sous-marine à la mer. Voilà, c'est là qu'on va leur dire, bon écoutez, montrez que vous savez à peu près manœuvrer, on va simuler un exercice d'attaque pour rassurer le président que vous êtes en train d'escorter qui est à bord de l'USS Iowa. Et c'est là qu'en simulant une attaque, ils vont se tromper, ils ont oublié de vider un tube lance-torpille, ils vont tirer une torpille sur le président. Ils se tromperont aussi en envoyant le signal disant « Oups, on a tiré une torpille », donc ils vont devoir briser le silence radio, je vous passe tous les détails. Mais ils vont tout faire, ils vont détruire le jardin du commandant de la base où ils vont se retrouver. Ils vont tirer sur d'autres navires alliés par erreur par la suite en tirant trop bas avec leurs canons anti-aériens. Et puis,
ce navire sera détruit, mais tout son équipage sauvé, peut-être aux grandes dames de leurs petits copains, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce navire, c'est vraiment le poissard de l'histoire de la marine américaine, il n'y a pas d'autre mot. Et effectivement, ils se vantent pas trop d'avoir eu un navire qui a tiré par erreur une torpille sur son président. Non mais c'est absolument génial. Un soldat québécois qui reprend une seule ville entière aux Allemands. Pareil. Léo On a Major. quoi, on a 45 ? Alors là, on est en 45, mais Léo Major, en fait, débarque en 44, et dès le matin, il fait des miracles sur la plage. L'après-midi, il capture un véhicule de commandement. C'est-à-dire il fait des miracles comme quoi ? C'est-à-dire qu'il va détruire une partie des défenses allemandes parce qu'il est très en colère. Et en fait, Léo Major, c'est un garçon un peu soupolé, et quand on l'énerve, il se passe des choses. Et donc, il va faire la campagne de Normandie, il deviendra borgne, alors qu'il est tireur d'élite. C'est pas grave, il continue. Avec l'autre œil ? Avec l'autre œil, voilà. Alors, heureusement, il a perdu l'œil avec lequel il ne tirait pas. C'est ce qu'il répondra d'ailleurs au médecin qui lui dit la guerre est finie. Il dit pas du tout, je tire de cet œil-là, pas de souci. Mais il va faire quantité de choses, puisque, entre autres, voilà, il va arriver devant Zwolle, une ville aux Pays-Bas, où son meilleur ami sera tué juste devant la ville. Et très énervé, il va rentrer en ville et semer un tel chaos que non seulement il va reprendre la ville, mais toute la nuit, il va faire des prisonniers, rentrer dans une canadienne, excusez-moi, déposer les prisonniers, repartir à l'attaque. C'est une nuit d'enfer pour les Allemands qui sont persuadés d'être attaqués par des tonnes de régiments. Non, c'est juste un Québécois en colère. Donc en plus, je ne fais très mal l'accent québécois, mais il faut imaginer que ça jure dans une très belle langue. Il va brûler le bâtiment de la Gestapo. Les généraux SS devront sauter par les fenêtres pour lui échapper. Enfin, le type est en colère. On ferait Mais il a un bataillon avec lui. Non, il est tout seul. Il est vraiment tout seul. Et c'est pour ça qu'on fera un John Rambo comme ça. J'allais dire, Les c'est gens Schwarzy. diraient, mais arrêtez, vous exagérez complètement. Et en fait, pas du tout. Et le défilé de la victoire de Zwolle, ça sera entre autres lui qui défile tout seul par la suite, parce que c'est comme ça. Et pendant la guerre de Corée, il refera des miracles, reprenant à des milliers de Chinois une colline avec 18 hommes. Parce qu'il est comme ça. Quand il est énervé, il fait des choses physiquement impossibles. Rappelez-moi le nom de ce Québécois. Léo Major. Léo Major, très bien, je retiens. Merci beaucoup pour ces anecdotes, j'ai forcément envie d'en savoir plus. Je vais donc m'empresser d'acheter les 4 autres tomes qui sont déjà parus. Merci beaucoup Julien Hervieux d'être venu sur ce plateau. Je peux vous appeler aussi l'Odieux Connard, ça me fait marrer sur mon plateau. Merci 1000 fois. Le Petit Théâtre des Opérations, paru chez Fluide Glacial. Voilà, un carton aussi bien pour les petits que pour les grands, pour les profs autant que pour les parents. Vraiment bravo. Merci. Merci à vous. Merci. On va retrouver Guillaume Ouattara pour sa chronique. Guillaume, pour votre chronique, vous avez décidé de nous parler d'orientation scolaire. Vous revenez de 2 jours en immersion dans un salon d'orientation avec des lycéens qui sont pour le moins clairement perdus. On peut dire ça comme ça. Alors, quelles sont justement les bonnes questions à se poser quand on commence son dossier sur Parcoursup ? Oui, perdu et surtout retardataire, puisque Parcoursup, ça y est, ça a commencé. On peut commencer à faire son dossier. À main levée, quand je faisais des sondages auprès des lycéens, il y en a peut-être 1 sur 10 qui a commencé à faire son dossier. Pourtant, eh bien, c'est central, puisque c'est la plateforme quasi unique, on y reviendra dans quelques instants, qui permet d'accéder à l'enseignement supérieur. La première question, quand on commence son dossier Parcoursup, c'est évidemment qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et c'est pas si anodin que ça, parce que bien trop souvent, l'orientation scolaire, elle est perçue comme quelles études je dois faire, mais au fond, la première question à se reposer, c'est de quoi on a envie comme métier, comme quotidien, comme filière, plus que quelle licence exactement précisément je veux faire. Puisqu'une fois qu'on a trouvé ce qu'on a envie de faire, eh bien, on va aussi se questionner sur le cadre dans lequel on veut faire. Et là, eh ben, il y en a un peu pour tout le monde, hein. Certains, ils ont envie de rester un petit peu dans l'ambiance lycée. Pour ça, il y a par exemple les classes prépa ou encore les BUT, les bachelors universitaires technologiques. D'autres ont envie d'une liberté totale. La fac, là, c'est idéal. La licence, personne sur le dos. D'autres ont envie d'un mix des deux. Et les écoles post-bac, par exemple, de commerce, d'ingénieurs, peuvent être intéressantes. Bref, est-ce qu'on a envie aussi d'avoir une vie d'école, c'est-à-dire de sortir, d'avoir les voyages au ski, etc. Ou est-ce qu'on est un petit peu plus solitaire et on a envie de vraiment se consacrer au travail, auquel cas il faut aller faire médecine. En tout cas, il faut vraiment se demander le cadre dans lequel on veut aller. Ne pas chercher l'alternance à tout prix, ça c'est aussi un écueil de pas mal de lycéens, vouloir l'alternance dès la première année d'études. Or, les chiffres le montrent, c'est difficile pour eux de trouver une entreprise directement après le bac. Et puis, se demander, est-ce qu'on veut aller vers une formation sélective? Est-ce qu'on va vers une formation non sélective? Bref, se poser les bonnes questions. Alors justement, sur cette notion de sélectivité dont vous parlez ou non, est-ce que c'est le taux d'accès à aller chercher sur Parcoursup? Je vais y arriver. Tout à fait. Il faut aller regarder du côté du taux d'accès, puisque certaines formations, les formations sélectives, ont le droit de refuser les candidats. D'autres formations, les formations non sélectives, n'ont pas le droit de refuser les candidats. Il y a une pastille, c'était pas le cas, mais désormais c'est le cas, je suis allé vérifier. Formation sélective d'un côté, formation non sélective de l'autre. L'information du taux d'accès, elle est très importante, puisque sur les formations sélectives,
je prends l'exemple d'une école de commerce post-bac, le taux de sélectivité va vous dire on est à 69%. Ça veut dire que 69% des jeunes qui ont fait un vœu l'année précédente ont obtenu une réponse. Donc on est sélectif, mais on n'est pas trop sélectif. À l'inverse, les grandes prépas flirtent avec les 10%. Sciences Po Paris, par exemple, c'est 5% de taux de sélectivité. C'est-à-dire que seuls 5% des personnes qui ont formulé un vœu Sciences Po Paris ont eu une réponse. Donc il faut aller chercher des formations non sélectives et des formations sélectives avec un grand taux d'accès pour maximiser ses chances sur le dossier. Alors vous souhaitez aussi nous alerter sur la variété des formations privées. Oui, il y a dans le privé à boire et à manger. On en parle beaucoup en ce moment pour le secondaire. C'est important d'en parler dans le supérieur. D'une part, toutes les formations privées ne sont pas à mettre à la poubelle, évidemment. Bien au contraire, la plupart sont là pour former les élèves. Mais il y a deux choses à aller chercher qui sont importantes sur Parcoursup. D'abord, la labellisation CGE, Conférence des grandes écoles. Si vous avez une école privée qui est membre de la CGE, ça veut dire qu'elle a des formations qui sont bonnes, qui sont reconnues, et donc c'est un gage de qualité. L'autre gage, là ça va intéresser les parents, sur le côté pécunier, c'est le label qu'on appelle ESPIG, Établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. Alors les établissements ESPIG, ce sont des écoles privées payantes, 7 000, 8 000, 9 000, etc. euros, mais qui s'engagent à reverser tous les bénéfices qu'elles font pour la scolarité. Donc le combo des deux, c'est CGE et ESPIG, et là vous êtes sûr que vous avez mis les pieds dans une très bonne école privée. Et on voit fleurir beaucoup de nouvelles écoles depuis ces derniers mois. Alors comment savoir si elles sont fiables, ces fameuses écoles, en dehors des sigles dont vous venez de parler, donc CGE et ESPIG? Oui, alors il y a beaucoup d'écoles et on voit beaucoup de publicité, notamment sur les réseaux sociaux. Déjà, la première étape, c'est que si ces écoles sont sur Parcoursup, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que soit elles préparent à une formation reconnue, genre un BTS, soit elles ont été carrément reconnues par l'État. Donc ça, c'est le premier signe. Ensuite, il faut savoir que beaucoup de ces écoles se sont créées à cause ou grâce aux aides aux alternances. En fait, une école peut obtenir jusqu'à 6 000 € d'aide de l'État pour la formation des élèves si elle propose de l'alternance. Et donc, on a vu fleurir sur le marché beaucoup d'établissements dont on ne sait pas s'ils vont durer le jour où les aides de l'État n'existent plus. Donc, le premier point à regarder, la présence sur Parcoursup. Le deuxième point, l'ancienneté. Si l'école a moins de 10 ans, petite méfiance. Si elle est un peu plus âgée, ça va. Mais parfois, vous savez, il y a des écoles qui se créent, mais qui sont portées par un bon projet pédagogique. Dans ce cas-là, le mieux, c'est de rencontrer les équipes dans le cadre de journées portes ouvertes, de soirées portes ouvertes, de challenger, de parler aussi aux étudiants. Allez voir sur LinkedIn si vous trouvez des témoignages d'étudiants. Et si vous sentez un discours commercial de la part des membres de l'école, fuyez. On rappelle juste les dates. 17 janvier de 2024, bien sûr, au 14 mars. Peut-être vous allez le faire à ma place. Je peux faire les dates. 17 janvier, 14 mars, c'est ça? 17 janvier au 14 mars, là, on crée son dossier. Donc ça y est, on remplit tous les vœux et ça s'arrête donc le 14 mars. Et on a ensuite jusqu'au 3 avril pour confirmer ses vœux. Et du 30 mai au 12 juillet, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est la phase de consultation où on a les réponses des formations. Elles nous disent oui, elles nous disent non, elles nous disent peut-être. On parle ici de Parcoursup. Je rappelle, il y a aussi des formations qui sont en dehors de Parcoursup. C'est pas parce qu'elles sont en dehors de Parcoursup qu'elles sont forcément mauvaises, mais il faut cependant avoir une attention toute particulière sur ces écoles-là. Merci beaucoup Guillaume. Allez, je vous laisse découvrir l'invité de la semaine de Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Avec moi cette semaine, Salim Keshiouch. Bonjour Salim. Bonjour Monica. Alors, tu es acteur, on t'a vu notamment dans Make to My Love ou encore Paris à tout prix. Et sur Netflix aussi, dans des séries, Braqueur. Tu en as tourné plusieurs d'ailleurs, tu me disais récemment. Ouais, je viens de finir une série pour Amazon Prime, une série avec Booba qui s'appelle Ourika, qui va sortir fin mars. Et puis une autre pour OCS et Canal qui est tirée du film Un prophète. Et j'ai tourné aussi pas mal au cinéma, dont un film algérien l'année dernière qui va peut-être sortir en festival, un film belge qui s'appelle L'Enfant Bélier, et puis mon propre film. C'est surtout ça, voilà. J'allais y venir, L'Enfant du Paradis qui est sorti en salle le 6 décembre dernier. Exactement. Et là, tu es acteur et réalisateur surtout, ton premier film. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? En fait, j'avais réalisé un court-métrage il y a 3 ans, qui s'appelle Nos gènes, et qui d'ailleurs parlait un peu du milieu scolaire, parce que le personnage principal était éducateur et il intervenait dans des classes de soutien scolaire. Et donc c'est un peu un parallèle avec l'émission. Et ce court-métrage, finalement, m'a permis de faire le long, puisqu'on l'a vendu à Canal+, et qu'il a eu un franc succès en festival. Donc ça nous a donné envie, avec le producteur du court-métrage, de faire un long-métrage dans les mêmes conditions, dans des conditions un peu atypiques,
C'est un film un peu guérilla. Et ouais, c'est-à-dire qu'on avait une petite équipe, pas beaucoup d'argent, et donc on a tourné ce film comme ça. Et finalement, on a été sélectionné en festival, notamment à Angoulême, et on a réussi à avoir un distributeur qui l'a sorti le 6 décembre. Ça se passe comment, justement, alors, cette première derrière la caméra, déjà? Bah, c'était pas vraiment la première, puisque j'avais fait le court-métrage, mais la première en tant que réalisateur de long-métrage, c'était assez compliqué. On en parlait tout à l'heure au maquillage, parce que je devais un peu tout faire. J'étais à la fois costumier, être polyvalent. Et non, en tout cas, c'était une chouette aventure. Ça m'a permis vraiment de visualiser la totalité d'un tournage, parce qu'en tant qu'acteur, on est quand même privilégié, puis on n'est pas à tous les postes. Alors que là, en tant que réalisateur, depuis l'écriture jusqu'au montage et la sortie du film, l'exploitation, ça a été quand même un périple assez fort, assez fatigant et en même temps très enrichissant. Et là, justement, maintenant qu'il est sorti, qu'il est en salle, qu'il fait sa vie, est-ce que tu souffles ou il y a encore une pression? Maintenant, non, je souffle un peu. Franchement, là, juste avant les vacances d'hiver, c'était compliqué parce que j'arrivais pas à lâcher et on dit souvent que c'est comme un bébé et c'est vrai. C'est comme un bébé qu'on laisse partir, qu'on laisse. Tu pensais qu'il y avait toujours des améliorations à faire, des modifications? Ouais. Franchement, quand je voyais le film, parce que je l'ai revu quand même quelques fois avec le public, c'était intéressant de sentir les vibrations du public. Et c'est vrai que parfois, je me disais, ah ouais, là, j'aurais dû faire comme ça, j'aurais dû faire. Donc j'ai lâché. En fait, à un moment donné, il faut lâcher. Il faut se dire que c'est comme ça. Le film est là avec ses qualités, ses imperfections. On a eu des super retours du public, des super retours de la presse. Donc, ouais, moi, j'ai vu le film. C'est un très beau film. Ouais, je sais, tu étais là en première. Non, c'est émouvant. On va faire un petit flashback. Yes. T'as grandi où? Alors, j'ai grandi à Vaux-en-Velin, à côté de Lyon. C'est joli comme nom de ville. C'est joli comme nom de ville. Après, c'est un peu moins joli. C'était un peu moins joli. Quoique, j'ai des chouettes souvenirs d'enfance. C'était comment ton enfance là-bas? Bah, franchement, c'était bien. Malgré le fait que c'était quand même une des plus grosses cités de France, où il y avait eu les premières émeutes en 89, premières émeutes de banlieue suite à la mort d'un jeune, qui était un voisin d'ailleurs, qui s'appelle Thomas Claudio. J'ai quand même des souvenirs assez agréables de mon enfance dans la cité. Tu avais des frères, des sœurs? Ouais, j'ai un petit frère et une petite sœur qui étaient à cette époque-là avec moi. Donc t'es l'aîné, les responsabilités. Je suis l'aîné, les responsabilités. J'ai eu d'autres petits frères ensuite parce que tu sais, le film parle de ça. J'ai perdu ma maman assez tôt. Et en fait, quand on était petits avec mon petit frère et ma petite sœur, on a eu une enfance assez joyeuse malgré tout dans ce quartier. Quelle relation t'avais justement avec tes frères et sœurs? À vrai dire, assez protecteur. Alors, pour la petite histoire, ma mère était malade assez tôt dans mon enfance. Donc, j'ai dû gérer un petit peu la famille. Je me souviens de m'occuper de mon petit frère et de ma petite sœur le matin, par exemple, de préparer le lait céréales, le lait, tout ça. J'avais été D'être déjà adulte, quoi. Un petit peu, ouais. Est-ce que quand tu regardes ton enfance, tu dirais que c'est un souvenir heureux? Franchement, oui. Je sais pas, l'enfance, y a un truc, une espèce de bulle de protection. On arrive à se créer un univers qui, quoi qu'il arrive, pour moi en tout cas, était heureux. Malgré la maladie de ma maman, malgré le fait de grandir dans un quartier difficile, j'ai l'impression quand même d'avoir un souvenir agréable de l'enfance. Et tu avais conscience, tout ça, d'avoir une situation d'entrée de jeu dans la vie un petit peu complexe? D'être dans un quartier difficile, d'avoir une maman malade, tu savais que... Franchement, non. Non? Franchement, je sais pas, il y avait un truc de protection comme ça que je m'étais créé et on tournait tout à la dérision, il y avait quand même de l'espoir. J'avais toujours gardé quand même l'espoir de la guérison. Et puis on s'amusait beaucoup. Moi, je sais qu'il y avait beaucoup d'enfants, on se retrouvait pour jouer en bas des tours. C'était plutôt un terrain de jeu pour moi qu'un quartier difficile. Est-ce qu'à l'époque, tu étais déjà passionné par le cinéma? Oui, en fait, mon père a acheté un caméscope assez tôt, justement pour filmer les moments de famille, pour avoir gardé des souvenirs. Dont tu as utilisé j'ai utilisé des images pour le film. Et il faut savoir aussi que j'avais moi-même réalisé des petits films avec ce caméscope qu'on a effacé. Ça, c'est assez triste parce que mon père pensait que c'était des conneries, donc il les a effacés. Mais je me souviens de réaliser des films avec mes amis, avec mes frères et sœurs. Justement, j'avais cette envie de mettre en scène les moments de vie. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Salim Keshouch pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap.
Comment on fait alors justement pour retrouver l'origine d'un cliché? Moi, j'aimerais qu'on essaye de comprendre avec vous ce que vous voyez sur l'algorithme, le logiciel que vous avez créé. Est-ce qu'en gros, vous lui envoyez une image et puis vous dites « Ah, attention, j'ai un petit doute, peut-être que cette image n'est pas originale » ou au contraire, c'est des pixels qui s'affichent et qui montrent les parties de l'image qui ont été modifiées? Racontez-nous. Alors, dans les algorithmes qui existent, les deux approches sont possibles. D'accord. Et il y a énormément d'algorithmes. Moi, je peux vous en parler, par exemple, d'un en particulier, parce que moi, je travaille sur cette chose-là. Mais il y en a plein. Le but, c'est de combiner toutes les méthodes qui existent, de tout regarder. Aujourd'hui, il n'y a pas une méthode infaillible. On teste cette méthode et on a le résultat texte ou par rapport au pixel. Ça n'existe pas encore. Mais on a plein de méthodes différentes qui vont regarder des anomalies dans l'histoire d'une image. Donc déjà, il faut savoir, ça c'est pas évident du tout, c'est que les images numériques, comme là, même la vidéo que les gens sont en train de regarder, il y a énormément de traitements qui sont effectués. Donc là, on est sur un plateau, il y a de la lumière qui m'éclaire. Cette lumière rentre dans l'objectif de la caméra qui se situe, je ne sais où, il y en a plusieurs, je pense. Juste là. Ça arrive sur un capteur et ici, on a plein de valeurs qui sont associées à des pixels qui sont absolument pas jolis à première vue, mais l'ordinateur directement fait des procédés mathématiques donc pour avoir le résultat que vous voyez là sur l'écran. Après, on peut plus ou moins modifier. On peut rajouter par exemple des filtres pour nous rendre plus jolis ou noir et blanc ou autre chose. Mais il y a toujours des opérations de maths qui sont effectuées. Et ces opérations-là, c'est pas fait exprès, mais comme c'est des étapes de la vie de cette image-là, elles laissent des traces sur l'image. Et il y a plus ou moins des traces qui sont parlantes. Moi, j'ai de la chance, où j'ai choisi, on va dire, de travailler sur des traces qu'on appelle des traces de compression. Donc, c'est ce qui permet de sauvegarder, par exemple, votre image en format JPEG. Tout à fait. Et donc, souvent, on connaît le terme JPEG, voilà. Donc, ça permet de ranger l'image pour que ça prenne moins de place dans l'ordinateur ou sur le téléphone. Et ça laisse des traces qui sont, je trouve, hyper parlantes. Quelle est l'importance de la restauration scolaire à Armoro? J'ai l'impression que c'est un des piliers de votre développement éducatif. Alors, le bien manger, c'est aussi l'un des sous-titres de ma délégation. Monsieur le maire en a fait une délégation à part entière, puisqu'il y a aussi un conseiller délégué qui travaille sur ce sujet-là. Le bien manger, les cantines, c'est presque 4000 repas servis tous les jours dans les 14 écoles de la ville. Donc, ça remonte à 2017, tout simplement parce qu'en 2017, on avait déjà mené des négociations avec les parents d'élèves qui étaient très attachés à la qualité des repas servis, mais aussi d'un sujet hyper important, qui était le plastique. Et on a été l'une des premières villes, si ce n'est pas la première, en amont de la loi Egalim, qui, elle, date de 2018, à prôner la fin du plastique dans toutes les cantines de la ville. Et on y est arrivé, puisque depuis 2020, on n'a plus du tout de plastique dans les cantines. Et donc ça, c'est important, parce qu'évidemment, là, je parle du contenant, et après, il y a le contenu. Et le contenu, on y travaille aussi, puisque on travaille main dans la main avec le prestataire, avec qui on a repassé un contrat il y a 1 an et demi, puisqu'on a refait intégralement notre cahier des charges. Et donc, on a, dans le cahier des charges, mis en avant cette loi Egalim de 2018 qui a été renforcée en 2021. Donc, je ne vais pas vous refaire toute la loi, mais voilà, on priorise des circuits courts, des viandes labellisées, et surtout, et je tiens à le dire, on travaille aussi de concert avec les parents d'élèves qui participent à notre commission du bien manger, ce qui leur permet aussi d'avoir un mot à dire sur ce qu'on sert dans les assiettes. Au Moyen-Âge, on a une pédagogie qui relève de la scolastique, c'est-à-dire de quelque chose de très formel. Par exemple, on a quelque chose qui aurait pu apparaître comme étant relevant presque de l'éducation nouvelle, ce qu'on appelait la disputatio. C'est-à-dire, on faisait s'affronter deux groupes d'élèves. Mais c'était pas ça. C'est-à-dire, il y avait c'était une organisation très rigide. En fait. C'était très codé, exactement. Alors qu'avec Rabelais, qui remet en cause fondamentalement la scolastique, il y a l'idée de rendre les élèves un petit peu plus actifs et de se garder de ces exercices totalement inutiles. Et je cite dans la BD, par exemple, le fait de réciter une histoire à l'envers, les mots à l'envers, et donc Rabelais se moque, quand même à peu près à rien. Se moque de... Oui, strictement à rien. Je peux le montrer avec les mains. Oui, je peux vous prendre votre feuille là par exemple. Bien sûr. Voilà, je vous la rendrai après. Pas de problème. Donc imaginez qu'ici il y ait une photo. Vous avez pris une photo, on fait une analogie avec du papier, c'est bien sûr pas le vrai cas. On fait une photo, on a l'analogie, on a une jolie photo ici, imaginez quelqu'un sur cette photo. Là, cette image, elle prend trop de place. Si je veux la ranger par exemple dans ma poche, je ne peux pas, on est d'accord, ça prend trop de place. Effectivement. Qu'est-ce que je fais ? Vous allez la plier en deux.
Effectivement, je peux la plier. Là, je peux plier. Bien sûr. Donc, je vais la plier en 2, mais même j'ai plié plus que ça parce que j'ai vraiment envie de la mettre dans une enveloppe comme ça. D'accord. Donc, vraiment, je vais la plier effectivement donc, plusieurs fois. Et donc, quand elle est pliée, est-ce que je peux voir l'image ? Une partie de l'image que vous pouvez voir maintenant. Là, imaginez, c'était le côté blanc. Là, on voit plus. Je l'ai plié en plus dans le sens. On voit plus rien. On est d'accord. C'est ce qui se passe en fait quand un fichier image ou vidéo est compressé. En fait, il est rangé et on le voit plus. Donc là, vous pouvez l'envoyer vous pouvez vous l'envoyer cette image tranquillement. Ça rentre dans une petite enveloppe, voilà. Donc là, moi, je viens de recevoir une image. Ouais. Donc c'est comme si je téléchargeais par exemple une image de WhatsApp ou sur Internet ou quoi, mon ordinateur. Mais donc moi, je vais vouloir la regarder. Qu'est-ce que je fais ? Vous la dépliez. Exactement. Donc je vais la déplier. Alors, qu'est-ce que j'observe sur cette image ? Qu'elle a été compressée, j'imagine, qu'elle a été pliée. On va dire des termes très simples. Pardon, je peux prendre une autre feuille. Là, je vais pas la plier. L'autre qui n'est pas pliée. Celle-ci, je vais en avoir besoin. Voilà. Et celle-là, elle n'est pas pliée. Ouais. Donc ça, c'était avant. Et après, c'est comme ça. Visuellement, il y a la même chose. Bon, là, c'est tout blanc, mais visuellement, c'est la même chose. Et ben moi, je m'intéresse à regarder justement ces traces de pliure. Donc, j'arrive à voir en fait dans l'image qu'il y a ces traces de pliure-là. Bien sûr, c'est pas des traces de pliure, c'est des traces de compression, mais l'analogie marche vraiment bien parce que c'est vraiment sous forme de petits carrés. Bien sûr. Et alors, quand l'image est très dégradée, peut-être vous avez déjà vu ça, on voit vraiment des petits blocs, des petits carrés. Tout pixelisé. Voilà, alors on dit effectivement tout pixelisé, alors que c'est pas pixelisé, c'est par 8 par 8 pixels. C'est des blocs de pixels. D'accord. Mais par abus de langage, effectivement, on dit ça. Mais dans toutes les images, même quand on voit pas cette dégradation, il y a ces petits carrés-là, en fait. Et moi, j'ai des algorithmes qui sont capables de récupérer ces petits carrés-là. Et si maintenant, par exemple, je veux faire une falsification sur mon image, ça veut dire, par exemple, prendre une partie d'une autre image et la coller là. Oui. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va rajouter des blocs sur l'image que vous avez là. Et donc, les blocs ne seront pas originaux. Et donc, ça va se voir sur l'image, c'est ça ? Effectivement, je vais casser en fait ces pliures-là. Par exemple, je peux rajouter quelque chose qui n'a jamais été plié. Donc, il y aura une zone dans l'image où c'est pas plié. Ou je peux rajouter quelque chose qui a été plié d'une autre manière. Et oui. Donc, je vais voir qu'il y a un autre type de pliure. Et donc, c'est exactement ça, mon algo. Ça va pas plus loin que ça. Bon, après, il y a une validation statistique, il y a des mathématiques derrière pour être capable de décider si vraiment la pliure elle est différente, oui ou non, etc. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur le canal 217 de la Box Orange ou 247 de la Freebox et schooltv.com pour voir et revoir toutes les émissions de la chaîne ainsi que toutes les chroniques fort intéressantes, notamment de Guillaume Ouattara, Loïc Landreau, Guillaume Bian, tous les chroniqueurs du Grand JT. Exactement, toute la super clique qui a l'honneur de travailler avec nous. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous revenez demain ? À demain, oui. Vous savez déjà de quoi vous parlez demain ou pas ? J'ai envie de parler, dans Vue à l'étranger, des profs qui décident de partir à l'international. J'en ai pas encore parlé à la productrice, j'espère qu'elle voudra bien. Mais les profs qui s'expatrient, ça, je trouve que c'est une thématique intéressante. Merci beaucoup Guillaume. Merci également à toute l'équipe qui réalise cette émission. Donc le réalisateur c'est Xavier Sanchez, le son Saïd Mamou, maquillage Laure Edmond et Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Très belle soirée, ciao.